Bienvenue à tous, on va commencer. Bonjour Riviera, déjà. Je suis très content d'être là. Ce que je vais vous présenter maintenant, c'est je vais vous aider à choisir votre base de données par rapport à l'état de l'art en 2023 des bases de données. Donc ça va être assez orienté base de données distribuée. Et puis vous allez voir pourquoi. Donc je m'appelle Cyril Gambi, je suis staff engineer à Decathlon, donc je suis un dev. Decathlon, c'est quoi? On vend des chaussettes dans 70 pays dans le monde, donc ça commence à faire pas mal de pays. Alors on fait des chaussettes, mais on fait pas que des chaussettes, hein. On fait aussi des raquettes de tennis, des tentes, des paddles, plein de choses comme ça. Oui, des chaussures de running aussi, comme celle-là. Donc on les crée, mais surtout on les vend. Et moi, je suis dans toute la partie vente, que ce soit dans les magasins ou en ligne. Et donc on vend plein de produits à plein de gens dans le monde. Donc ça fait plein de commandes, donc ça fait plein de choses. Et en informatique, dès qu'il commence à y avoir plein de quelque chose, ça devient un petit peu plus compliqué. Alors, je vous présente le programme. Donc je vais vous parler du contexte de notre étude. Donc on a fait une grande étude sur quelles sont les meilleures solutions pour stocker nos données à Decathlon à partir de 2023. Un petit peu d'histoire. Donc petit retour en arrière de qu'est-ce qui s'est passé dans le monde des bases de données, pourquoi on en est là aujourd'hui. Je vais vous parler rapidement d'un problème qu'on a en tant que développeur assez classique quand on utilise des bases de données relationnelles, impedance mismatch. Après, NoSQL, NewSQL, un petit nouveau, présenter ce qu'il y a derrière ce nouveau terme. Aussi, je vais devoir vous parler d'un peu de théorie. Je pense que ça devrait aller. Ça va rester intéressant. On ne va pas rentrer trop dans le détail. Donc, je pense que ça. On a besoin de cette théorie pour comprendre en fait comment ces systèmes distribués fonctionnent et lequel choisir. Donc après, en 2023, où est-ce qu'on en est? Parce que là, j'ai parlé de l'histoire, la théorie, qu'est-ce qu'on en est là, actuellement, cette année, dans ce monde-là. Je vais vous aider à choisir votre base de données et puis le mot de la fin. On y va? C'est parti? Bon, allez, go. Donc, notre base de données à Decathlon favorite, pour le moment, c'est éléphant. Postgres. Alors, pourquoi on adore Postgres? Donc déjà, c'est open source. Donc, ça, c'est un bon élément qui nous plaît dans cette base de données. Il y a plein de mises à jour rapidement, il y a une communauté, c'est gratuit. Enfin, ça dépend comment on l'utilise. Après, les performances sont phénoménales. Les performances de Postgres sont excellentes, donc c'est aussi une des raisons pour laquelle on aime beaucoup cette base. Et puis, il y a plein de nouvelles fonctionnalités qui arrivent au fur et à mesure des années. Donc, ça fait plein de choses. Mais, avec Postgres, on a du mal à faire de la scalabilité horizontale. Avec Postgres aussi, c'est pas très facile d'avoir de la très haute dispo, parce que généralement on n'a pas tant de serveurs que ça, et si le serveur il tombe, alors on peut avoir un backup, mais ça devient un petit peu compliqué de gérer des cas où le serveur il crash, il tombe. Et puis enfin, en tant que développeur, c'est pas toujours très agréable de développer avec du SQL. Moi je viens du monde objet, je fais du Java. Et en Java, c'est pas toujours le rêve de faire du mapping objet relationnel. Donc on s'est dit, il y a peut-être d'autres solutions, hein, il est peut-être temps en 2023 de regarder ce qu'il y a sur le marché. Donc déjà, scalabilité horizontale, verticale, c'est bon pour tout le monde. Donc verticale, si on veut servir plus de requêtes, on va avoir des plus gros serveurs, donc plus de RAM, plus de CPU. Donc on va le faire grossir. Le problème, c'est qu'au bout d'un moment, c'est de plus en plus cher, c'est de plus en plus compliqué, et puis on peut plus. Scalabilité horizontale, c'est on rajoute des serveurs. Donc on a plein de serveurs de taille moyenne, de taille raisonnable. Et puis, lorsqu'on a besoin de rajouter plus de puissance pour traiter plus de requêtes, ce qu'on va faire, c'est rajouter des serveurs. Alors, notre contexte à Decathlon, c'est important parce qu'on n'a pas étudié tous les produits du marché. On avait des limites, des règles qui s'appliquent à notre société à Decat. Donc, on privilégie les solutions open source. À la limite, on est cloud native, donc les solutions qui sont dans un cloud provider, on est plutôt Google, Amazon ça peut passer aussi, mais en tous les cas, on va plutôt aller vers de l'open source. Le deuxième critère, c'est que principalement, notre étude a porté sur de l'OLTP. Alors l'OLTP, c'est quoi? On va voir, si vous ne connaissez pas. Et enfin, le dernier point, c'est qu'on voulait vraiment une base de données solide. On veut un remplacement potentiel à Postgres. Donc on voulait éviter des solutions trop exotiques, trop novatrices, avec une trop petite communauté, pas encore bien stabilisée. Donc on voulait un support entreprise, on voulait des choses de bon niveau parce que y a tout notre business qui va tourner dessus potentiellement. Ou au moins une bonne partie du business.
Alors, différence OLTP, OLAP. D'un premier côté, on a OLTP, c'est ce qu'on fait le plus souvent en fait, on fait des transactions. Donc on fait des petites créations, des petits updates, des petits deletes, et plein, comme ça. On fait des petites choses, donc des petites requêtes qui fusent avec des écritures régulièrement. D'un autre côté, on va avoir le OLAP, et là c'est différent. Donc le OLAP, c'est plutôt pour faire de l'analytics, donc on a des grosses requêtes qui prennent beaucoup de temps, qui portent sur beaucoup de données, principalement de la lecture. On peut faire un peu d'écriture parce qu'on va faire des agrégats, des choses comme ça pour éviter de à chaque fois se refaire le travail. Mais généralement, les bases OLAP, elles s'alimentent à partir de bases OLTP. Donc vous avez des applications qui créent des commandes, qui gèrent des clients, qui vont alimenter un data warehouse, par exemple, une grosse base de données où il y a plein de données qui vont aller dessus. Donc la différence entre les deux. Alors pourquoi on ne va pas trop vers le OLAP? C'est parce que le OLAP, ça explose. Donc il y a plein de nouveaux produits qui se créent d'une année à l'autre. C'est vraiment effervescent. Donc on a mis ça de côté. On a dit on va commencer par le business le plus simple, en fait, l'OLTP, ce qu'on fait. Parce que Postgres, on peut faire de l'OLAP aussi. Hein. Mais voilà, on s'est focalisé plus sur le transactionnel, create, read, update, delete, classique. Donc le scope de notre étude, donc ça c'est toutes les bases de données qu'on a étudiées ou qu'on va étudier, parce que tout n'est pas complètement terminé dans l'étude. Donc voilà, vous avez un panel assez grand de plein de solutions modernes, souvent open source, pas toutes, parfois liées à des cloud providers. C'est des solutions qu'on a étudiées. Donc après, on a défini un peu le cadre de jeu. On s'est dit, bon bah voilà les limites de ce qu'on va vouloir mettre ou pas. On a défini les solutions qui nous intéressaient, on a recherché, on a fait une liste. Et on a après on a mis en place un certain nombre de critères. Alors les critères pour choisir notre remplaçant potentiel de Postgres, c'est quoi? Donc, il y a des critères, d'architecture. Donc les performances, la tolérance aux pannes, si jamais il y a un serveur qui tombe, est-ce que le système continue de fournir un service? Aussi la capacité, alors là on va avoir des bases de données distribuées, donc si jamais il y en a une qui tombe, est-ce qu'il y a un risque de perdre des données? Vu qu'il y a plusieurs serveurs, il y a certains systèmes qui potentiellement peuvent perdre des données. Deuxième catégorie de critères, deuxième famille, développeur expérience. On veut que ça soit simple pour les développeurs d'utiliser cette base de données. Donc on veut des drivers, on veut du support au niveau de l'IDE, on veut qu'il y ait des capacités faciles pour aider les développeurs à monter en compétence, à rentrer dans les sujets. Troisième critère, la sécurité. C'est très important en 2023. Il y a quelques confs sur la sécu, mais le nombre d'attaques, de recherche de failles explose. Donc on en a forcément un décathlon. Donc on veut quelque chose qui tienne vraiment la route, avec des capacités, je vais dire d'encryptage, mais à chaque fois je me fais reprendre parce que c'est chiffrement en français. Pareil, donc voilà, la capacité de chiffrer les données pour pas qu'on puisse savoir ce qu'il y a dedans si jamais il y a quelqu'un qui récupère la base de données avec les données de tous nos clients, par exemple. Autre famille de critères, c'est toute la partie DevOps. Donc nous on est cloud native, ça veut dire on code en fait toute notre infrastructure et puis on la déploie à la volée, à la demande en fonction de ce qu'on veut faire. Et lorsqu'il y a une équipe qui veut créer une nouvelle application, elle va définir ce qu'elle veut et en fait on va avoir des scripts qui vont automatiquement créer la base de données, la stack, le Kubernetes, etc. Donc il faut qu'il y ait des capacités de support, de terraformation, etc. qui vont permettre de créer très rapidement des environnements pour nos équipes de dev. Après, il y a aussi des critères ressources humaines. Par exemple, est-ce qu'il y a beaucoup de compétences sur le marché? Si on part sur une base de données qui est super techniquement, mais que personne ne connaît, personne ne maîtrise, c'est plus compliqué que d'utiliser quelque chose qui est très connu, qui est très maîtrisé. Il y a des critères de notoriété aussi. Si je vous dis qu'on utilise une base complètement inconnue, vous n'allez pas forcément dire... ça ne va pas forcément vous rendre du rêve. Tandis que si on vous dit qu'on utilise des solutions top, qui sont présentes dans toutes ces conférences, par exemple, ça peut plus vous intéresser potentiellement. Dernier critère, alors moi je suis dev, mais ça joue quand même tout ce qui est le coût. Hein. Donc toutes les solutions, elles ne sont pas au même prix, des solutions qui sont très avancées, qui sont très chères. Donc ça restait un des points. Et puis aussi, on ne voulait pas être trop lié à un cloud provider si possible. Ok, donc j'ai fait mon introduction. Retour en arrière, un peu d'histoire. Donc c'est quoi l'histoire? C'est les années 70, les premières bases de données, on va avoir du Ingress, des choses comme ça, avec des grosses boîtes d'informatique à la IBM, Xerox je crois à l'époque. Base de données relationnelles, vous savez déjà ce que c'est, vous avez des cours depuis le temps que ça existe. Donc globalement c'est quoi? On a des tables.
C'est un peu une structure, des tables en 2 dimensions avec des lignes et des colonnes, des enregistrements des colonnes. Donc les avantages, c'est facile, hein, c'est des tables, donc on voit bien visuellement comment ça marche. On peut faire des requêtes assez avancées, assez complexes, avec ce langage que vous aimez tous, hein, le SQL. Ou pas, je sais pas, ça dépend des confs. Donc en tous les cas, c'est possible. Indépendance par rapport aux applications, ça c'était pas gagné, ça vous paraît naturel. Mais lorsque je peux changer mon application en gardant la même base de données. Donc ça, en fait, c'est quelque chose qui est très intéressant dans ce système des bases de données relationnelles. Les performances, parce que ce système en table avec des colonnes et puis des lignes, en fait, ça permet de faire pas mal d'optimisation, la mise en place d'index, etc. Donc ça, c'est aussi un gros avantage des bases de données relationnelles. Et des contraintes d'intégrité. Vous savez, ça c'est sympa en fait de dire, voilà, par exemple, j'ai des commandes avec des lignes de commande. Quand je supprime ma commande, ça doit supprimer les lignes aussi, pour pas avoir une base de données un peu bancale, un peu corrompue, avec certaines données qui sont présentes et puis les autres qui sont plus là, donc un truc un peu bizarre. Donc ça, c'est un des avantages des bases de données relationnelles. Les désavantages. Oui, il y en a quelques-uns. Alors c'est un peu technique, hein, c'est un peu ancien les bases de données relationnelles. Au début, pendant un moment, et puis assez longtemps, on peut avoir des problèmes de limites au niveau de la taille des colonnes. Donc ça a pu être un problème lorsqu'on a voulu commencer à stocker des choses de plus en plus gros dans les bases de données. Après, lorsqu'il y a beaucoup de tables, c'est pas très facile de s'y retrouver dans ces bases de données avec plein de relations de tous les côtés. Vous avez tous vu des schémas entité-relations avec des flèches de tous les côtés. Pas toujours simple. Et lorsque le schéma est compliqué, vous parlez de votre base de données à une autre équipe qui veut potentiellement regarder comment ça se passe, etc. C'est hyper difficile de partager parce que elle connaît pas trop votre métier et elle comprend rien avec toutes ces flèches et toutes ces tables. Enfin, il y a des difficultés un peu spécifiques qui nous arrivent de temps en temps quand on utilise des bases de données relationnelles, genre la comparaison de strings avec les collations et choses comme ça. Des surprises qui sont pas tout le temps agréables. Donc c'est des petites choses, mais ça peut un peu gêner de temps en temps. Alors dans les années 90, début des langages objets, marche vachement bien. Donc voilà, langage objet, c'est sympa. Y a des éditeurs qui se disent on pourrait développer des bases de données objets qui se rapprochent beaucoup plus du modèle de programmation des langages objets. Oui, parce que entre une base de données avec des tables comme ça en 2 dimensions et un langage objet avec de l'héritage, des classes imbriquées, des choses comme ça, il y a un écart. Et il y a un problème en fait. C'est le problème de ce qu'on appelle l'impedance mismatch, c'est que ça ne matche pas vraiment bien. Donc par exemple, si vous avez une classe avec des produits, puis vous avez une base de données, vous faites une table produit, ça va là, 1 pour 1, donc la référence, le nom, ça, là ça match. Là ça mismatch pas. Par contre, quand vous commencez à avoir plusieurs tables et plusieurs classes, ça marche un peu moins bien. Alors là, on s'en sort encore. Donc, on a une commande, on a des produits, donc il y a un lien. Et puis, entre les deux, il y a des lignes de commande qui vont à la fois vers les produits, vers la commande, avec une quantité. Ça va à peu près. Et puis, des fois, en fait, ça ne correspond pas. En fait. Par exemple, si je veux gérer mes produits et puis les stocks en magasin, potentiellement, je vais avoir 3 tables, mais dans mon modèle objet, moi, je veux que mes stocks, en fait, ils soient rattachés à mes produits ou à mes magasins. Et là, ça devient de plus en plus compliqué, le mapping. Et enfin, quand on fait du vrai objet, on va avoir de l'héritage. Ça, c'est très pratique, parce que nous, à Decathlon, par exemple, on va vouloir gérer plein de produits, mais les produits ne sont pas tous la même structure. On va avoir des sacs, par exemple, qui vont avoir une contenance, on va avoir des shorts, qui vont avoir une taille de short, donc ils n'ont pas les mêmes attributs. Donc ça, en langage objet, ça marche très bien. Moi, je fais de l'héritage, comme j'ai des trucs en commun, et puis j'ai des particularités. En base de données relationnelles, c'est plus compliqué. Il y a plusieurs façons de le faire. 3 façons, là vous en voyez 2. Il n'y a aucune des 3 qui est vraiment top. Donc voilà, c'est ça le problème de l'impedance mismatch et des difficultés qu'on peut avoir avec des ORM, avec du JPA, avec de l'Hibernate. Donc en fait, dans les années 90, début des années 2000, les bases de données orientées objets, je ne sais pas si vous en rappelez. Non, je ne sais pas si vous utilisez. Il y a peu de chance parce que ça n'a pas marché. Alors ça n'a pas marché pourquoi ? Principalement pour une raison que vous n'avez peut-être pas en tête. C'est qu'à l'époque, vous étiez plus jeune. Vous avez 23 ans de moins, potentiellement. En fait, les applications, elles communiquaient les unes avec les autres à travers la base de données. C'est un peu bizarre, mais en fait, il y avait une application qui alimentait une base de données, puis il y avait des badges d'export vers une autre base de données, etc. Donc en fait, le point commun entre les applications et le point de communication, c'était ces bases de données. Mais avec les bases de données objets, ça marchait moins.
parce que toutes les applications ne sont pas forcément objets. Donc on commençait à avoir des trucs un peu différents de part et d'autre, et ça matchait moins. Donc au final, ça n'a pas marché. Donc out, les bases de données objets, il y a peut-être une ou deux qui existent encore, mais bon, c'est quand même très, très spécifique, très particulier. Les années 2000. Donc les années 2000, les gens du web, voilà, à l'époque c'est surtout Google, Amazon qui commence, Facebook un petit peu après, ils doivent gérer l'explosion du web. Donc il y a plein de sites, il y a plein de clients, il se passe plein de choses, il y a des volumes énormes, que ce soit en nombre de requêtes ou en volume de données. Donc là, la scalabilité verticale, elle atteint ses limites. Pour faire des choses comme ça, pour faire du web, ça devient plus compliqué. Et c'est Digital Giant qui commence à faire de la recherche, à travailler sur d'autres types de stockage de données. Et c'est là que se met en place un peu ce qu'on appelle NoSQL. En théorie, ça veut dire Not Only SQL. Le terme, il n'est pas terrible, hein, mais bon. En tous les cas, voilà, on va appeler ça NoSQL pour dire globalement que c'est différent des bases de données relationnelles qui existent à ce moment-là et qui existaient avant, qui ont été créées auparavant. Alors, le NoSQL, par contre, ça a bien marché. Alors, pourquoi ça a marché? Il y a plusieurs raisons. Un peu plus moderne. Donc déjà, à cette époque-là, on développe de plus en plus vite. On ajoute des fonctionnalités de plus en plus vite, on fait de la CI/CD, donc c'est plus une livraison tous les 6 mois. Là, on va essayer d'accélérer la quantité de développement, d'accélérer le nombre de features. Donc on veut aller plus vite. On veut aller plus vite, et donc du coup, il faut cette capacité à avoir un modèle peut-être un peu flexible des données, qui permet de le faire évoluer sans à chaque fois avoir des grosses tâches lourdes de reprise pour faire matcher la nouvelle version du modèle avec l'ancienne en modifiant les schémas des bases de données. Également, il commence à y avoir de plus en plus de microservices. Microservices, c'est on prend une application, on la découpe en plusieurs parties. Chaque partie est plus simple et chaque partie est spécialisée dans un domaine particulier. Et ça, l'avantage qu'il va y avoir, c'est que sur certaines parties, vous allez pouvoir optimiser en fait la couche de données qui va être juste liée à cette partie. Et donc, on va pouvoir avoir des solutions de stockage de données différentes pour chaque microservice et adaptées à ce que fait le microservice. Et enfin, on n'utilise plus forcément la base de données pour communiquer entre les applications. Il y a des API, c'est le règne de l'API. Et donc, du coup, il n'y a plus besoin de ces bases de données comme élément entre plusieurs systèmes. Donc, un petit histogramme. Celui-là, il est d'Amazon. Donc, on voit un peu les bases de données Oracle, DB2, SQL Server, donc les principaux acteurs, quand ils sont apparus. Et à partir des années 2000, alors il y a Neo4j qui était une des premières bases NoSQL. Puis après, voilà, les premiers papiers, les premières bases de données, surtout de l'open source là ou des produits Amazon. Alors, qu'est-ce que sont ces bases de données NoSQL? Donc déjà, il y a des concepts en fait qui sont communs à toutes ces bases de données. Donc globalement, l'idée, c'est que ça ne suit pas un modèle relationnel. Donc c'est différent de ce qu'on pouvait avoir avant. Il n'y a pas de table avec des colonnes fixées. Ça ne marche pas comme ça marche différemment. Donc bon, déjà, elles ont ça en commun. Deuxième point, c'est qu'on n'a pas beaucoup de contraintes au niveau de la structure de ce qu'on stocke. Donc on parle d'un modèle un peu flexible, c'est-à-dire que au pouvoir des clients, puis les clients, ils peuvent avoir des propriétés qui ne sont pas les mêmes entre clients, quoi. Il peut y avoir des objets un peu différents qui sont stockés, ce qui n'est pas vraiment possible en mode relationnel où les colonnes, c'est pour tous les enregistrements. Hein. Si j'ai une colonne, je ne sais pas, sport préféré, tous mes clients vont avoir son champ sport préféré. Troisième point, généralement, ça ne se base pas sur du SQL. Alors je dis généralement, car il y a des choses qui ressemblent un petit peu à du SQL, en partie. Après, ça en trouve vite ses limites parce que vu qu'en NoSQL, on peut faire des choses qui ne sont pas faites en base de données relationnelle et que le standard du SQL, il évolue pas forcément hyper rapidement, tous les éditeurs, ils ont dû rajouter des choses en fait au langage SQL pour gérer leurs spécificités, les features qu'ils utilisaient. Et enfin, caractéristique très importante du NoSQL, c'est qu'il est distribué. Je vous ai parlé de cette scalabilité horizontale. Donc on a plusieurs serveurs, donc ils échangent les uns avec les autres, c'est distribué. On a 4 types en NoSQL. Le premier, c'est que les valeurs. Alors là, c'est hyper simple. Donc on a une clé, on a une valeur.
Bon, ok, je vous avais dit que c'était simple. Hein. Donc là, vous avez un petit exemple. Ça ressemble un peu à une map comme structure qu'on peut avoir dans les données. Donc ça, c'est très facile, ça va très vite. Mais généralement, toutes les requêtes qu'on fait, c'est avec la clé. Hein. C'est comme dans une map. On ne va pas regarder ce qu'il y a dans les valeurs. En tous les cas, ce n'est pas optimisé pour ça. Le deuxième type, il ressemble beaucoup. C'est du orienté document. Donc là, toujours, on a une clé. Mais là, dans la valeur, on va avoir ce qu'on appelle un document JSON. Donc des données qui sont structurées. On va pouvoir commencer à faire des requêtes à l'intérieur, et même finir. Hein. On va pouvoir vraiment faire des requêtes à l'intérieur de la valeur elle-même. Donc là, c'est un peu une évolution du clé-valeur, avec des capacités supplémentaires en requêtage. Le troisième type, c'est White Column Store, donc NoSQL orienté colonne. Donc là, je vous ai mis un peu la différence qu'il y a entre les deux, donc avec la vue traditionnelle en haut par colonne, par ligne du coup, et en dessous la vue par colonne. Et ce qui est intéressant, c'est que souvent les colonnes, elles sont stockées ensemble. Alors par exemple, si vous avez des événements si vous voulez stocker des événements par rapport à, je sais pas, une montre qui calcule vos performances de votre footing, il va y avoir plein d'événements qui vont s'accumuler et vous allez peut-être vouloir les afficher dans un graphe. Et bien là, c'est assez pratique d'avoir l'heure et la valeur regroupées proches. Parce que dans votre graphe, en fait, ça va lire les valeurs les unes après les autres, vu que c'est stocké en colonnes. Et donc, vous n'allez plus forcément avoir besoin de lire toute une ligne d'événements à chaque fois avec toutes les valeurs possibles de l'événement dans différentes colonnes pour avoir la valeur sous-suivante que vous voulez afficher dans le graphe. Bon, je ne sais pas si je suis très clair. Mais bon, en tous les cas, pour afficher des graphes, ça va être classique. On lit les valeurs les unes à la suite des autres en colonnes. Le dernier type, c'est orienté graphe. Donc là, on va avoir des objets qui sont reliés les uns avec les autres. Et là, les relations sont très importantes. Donc on va pouvoir savoir que, je ne sais pas, Marie, elle communique à 2 échelons près avec Joe. Parce qu'elle a envoyé un mail, Joe, elle a envoyé un mail à Xavier, il a envoyé un chat à Marie-Jane, et Marie-Jane a envoyé... j'ai perdu le fil. Mais en tous les cas, en remontant dans le graphique, on arrive à faire des relations et à trouver des patterns et à trouver des informations qui relient les éléments les uns aux autres. Donc c'est le 4e type de NoSQL. Donc là, pourquoi 4 types ? On aurait pu en faire qu'un, ils auraient pu se mettre d'accord, ou je sais pas, ils auraient pu prendre le meilleur. Donc déjà, on se retrouve avec un truc, pourquoi il y en a 4 ? Alors là, je vais vous prendre une petite image. Donc on va dire que vous avez joué au lycée, à la fac, au badminton, c'était top. Et maintenant, vous bossez, vous dites, tiens, je me remettrais bien au sport. Donc vous allez dans votre magasin de sport préféré, Decathlon, hein. Vous allez au rayon sport et vous dites, voilà, je voudrais une raquette de badminton, je vais m'y remettre. Et là, le vendeur, il va commencer à vous poser des questions. Alors, il va vous dire, alors vous voulez plutôt de la puissance ou plutôt de la précision ? Alors, vous ne comprenez pas trop pourquoi il vous demande ça. C'est simple, parce que en fait, il y a plusieurs types de raquettes. Une raquette qui a le poids en tête, il va y avoir plus d'inertie quand vous allez taper. Ça veut dire que quand vous allez taper dans le volant, ça va partir plus fort. Par contre, c'est plus difficile à manier, parce que lorsque vous commencez à bouger, je ne sais pas si vous avez essayé, mais une grosse raquette bien lourde à déplacer, c'est pas facile. Avec le poids en manche, du coup, tout le poids est en manche, donc elle est très rapide, très légère, donc c'est très facile de la manipuler. Par contre, quand vous allez taper, ça va manquer de pêche. Donc du coup, il y a un choix à faire. Alors vous pouvez prendre une solution avec un poids au milieu, un peu versatile, qui fait bien partout. Vous pouvez prendre une base relationnelle, par exemple. Mais ça peut être intéressant de dire, ouais, mais moi j'ai besoin de puissance, donc je veux ce type de raquette. Ou j'ai besoin de plus de maniabilité, je vais prendre cet autre type de raquette. C'est pareil pour le SQL, pour le NoSQL. Justement. Donc, en fonction des choix que vous voulez apporter, de vos use cases, vous allez choisir une solution ou l'autre. C'est intéressant aussi sur les raquettes de badminton, c'est que même si vous prenez du poids en tête pour plus de puissance, vous pouvez la configurer pour avoir un peu plus de contrôle. Donc ça se fait au niveau du cordage. Si vous avez un cordage qui est très tendu, du coup, vous allez avoir, il ne va pas beaucoup se déformer quand le volant va taper sur le cordage, donc vous allez pouvoir un peu choisir là où vous voulez l'envoyer. Mais si vous avez un cordage souple, il va se déformer, donc ça va faire un peu catapulte. Ça va aller plus loin, mais ça va aller moins droit. Donc il y a aussi, même quand on fait un choix avec plus de puissance ou plus de maniabilité, vous avez possibilité de configurer un peu votre raquette. Bon, je vous en parle évidemment parce que c'est un lien avec les produits NoSQL. Donc voilà, en fonction de choix de ce que fait votre application, vous allez vous orienter vers une solution NoSQL ou une autre.
Alors moi, je demande régulièrement à des développeurs, à Decathlon ou ailleurs, alors pourquoi tu as choisi cette base de données particulière? Donc on me répond, moi j'ai choisi ça parce que je l'ai utilisé avant. Donc voilà, c'est un premier argument. Bon, ok. Alors je l'ai utilisé parce que j'en ai entendu du bien. J'ai vu sur internet que c'était bien quelque part, ou on m'a dit que c'était bien. Ou alors je l'ai utilisé parce que bah on l'a payé, donc on l'a payé, autant s'en servir quoi. Donc bon, c'est aussi un truc qui revient. Ou j'ai utilisé parce que c'est gratuit, donc ça aussi c'est pratique. Hein. C'est pas forcément des très bons choix de base de données. Et l'idée c'est qu'après ce talk, lorsqu'on va vous poser cette question, vous pourrez dire non mais moi j'ai choisi cette base de données parce qu'elle est adaptée à ce que fait mon application. Elle est adaptée à mon use case. Donc ça c'est un vrai argument. Du coup là, je vais chercher mes lunettes. Vous pouvez sortir vos cahiers et vos stylos, on va prendre des notes parce qu'il y a un examen à la fin en fait, du talk. Un petit peu de théorie. Alors, 3 lettres. CAP, CAP, c'est 3 propriétés différentes. Et il y a un choix à faire. Donc on va pouvoir choisir 2 lettres parmi les 3, mais la dernière, on ne l'aura pas. Alors c'est quoi ces 3 lettres? Je commence par le plus simple pour moi. Partition tolérance, en fait, c'est le fait de distribuer. Donc lorsque il va y avoir un problème de réseau et il y a certains nœuds qui vont plus être accessibles, ma base de données, mon système, il va continuer de tourner. Donc pourquoi c'est le plus simple pour moi? C'est parce qu'en NoSQL, elles sont toutes distribuées. Donc elles ont tous cette lettre-là. Et par contre, en relationnel, bah, c'est pas distribué. Relationnel traditionnel, c'est pas distribué, bah, donc on n'a pas cette lettre-là. Donc déjà, on a une lettre sûre pour toutes les bases de données NoSQL, le P. Et on a une lettre qu'on n'a pas sur toutes les bases de données relationnelles. Et donc, du coup, les bases de données relationnelles, elles ont les 2 autres. Mais pour le NoSQL, il va falloir choisir entre les 2 autres lettres qui arrivent là. Donc, la deuxième, c'est la consistance. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si j'interroge ma base de données, tous les nœuds dans ma base, ils ont la même valeur. Alors, ça vous paraît peut-être évident, hein, je ne sais pas. Mais dans les faits, c'est pas forcément gagné. Parce que si je mets à jour ma donnée sur un nœud et que je lis sur un autre nœud, peut-être que la synchronisation entre les nœuds, c'est pas terminé. Donc ça va vous faire bizarre, hein, c'est pas très habituel qu'on vient du relationnel traditionnel, mais lorsque je vais écrire ma donnée et que je vais la lire juste après, bah, peut-être que je vais pas avoir la valeur que je viens d'écrire. Mais si on a la lettre C, ça va me garantir que bah, c'est bon. Mes lectures sont consistantes. Donc à tout moment, en fait, j'aurai la dernière version de ma donnée disponible. La dernière lettre, c'est la disponibilité. Et donc là, c'est la capacité à répondre rapidement, à n'importe quel moment, à une requête. Donc si j'interroge un nœud, il va me répondre rapidement. Il ne va pas me dire bah attends, je suis pas sûr d'avoir la dernière version, attends un peu, je vérifie si j'ai pas de synchronisation. Non, il va me répondre tout de suite. Donc en gros, vous voyez vite que bah, soit on va avoir plutôt de la consistance, donc on est sûr d'avoir la dernière valeur, la dernière valeur de la donnée, soit on va avoir de l'availability, mais il va falloir choisir entre les deux. Alors maintenant, ce choix, en fait, il faut le faire entre le C et le A, du coup, pour le NoSQL, et ça va dépendre de votre cas d'utilisation. Donc, on va prendre un premier exemple, je fais un transfert bancaire. Vous préférez de l'availability ou du consistency? Consistency? Ouais, bah c'est mieux. Hein. En gros, si jamais on m'enlève de l'argent et qu'on met l'argent sur un autre compte, bah vaut mieux que sur l'autre compte ça soit vraiment arrivé, qu'on soit sûr qu'on a la bonne valeur, etc. Parce que sinon il va se faire prélever son loyer par exemple lorsque le salaire arrive et puis ça va être en découvert, ça va poser des problèmes. Donc là-dessus on est sur du consistency, sur ce genre de use case. Après un autre scénario, donc moi j'ai envie de faire des pâtes. Je cherche une bonne recette de pâtes italiennes. Je vais sur une application, donc un moteur de recherche. Un moteur de recherche, qu'est-ce qu'il fait? Il se balade sur le web, il regarde partout et en fonction de mots-clés, par exemple super recette de pâtes italiennes, et il va me proposer un ensemble de sites, un ensemble d'URL de recettes potentielles pour mes pâtes. Donc là, sur mon use case, à votre avis, le moteur de recherche, il préfère avoir de la consistance,
C'est-à-dire, il va vérifier en fait que l'état de toutes ces recettes de pâtes italiennes sont bien à jour, c'est la dernière version partout et qu'il va me répondre vraiment la bonne information. Ou bah, il me dit, bon bah ok, bah, je t'ai envoyé sur un site, hier il y avait une recette de pâtes, bah pas de bol, il l'a changé entre-temps, t'as rien. Donc sur ce scénario, on va aller plutôt sur de la consistency ou de la validity. Voilà, bah, vous avez compris. Donc voilà ma recette de pâtes que j'ai trouvée hier, c'était pas terrible. Alors après, on a un troisième cas d'utilisation. Donc moi, je travaille avec des 4. Donc je mets à jour mes stocks de produits. Donc mon application qui va gérer mes stocks de produits, il vaut mieux qu'elle soit consistante ou est-ce qu'il vaut mieux qu'elle soit disponible, available? Consistante. Ouais. Donc ça va éviter que lorsque quelqu'un fait une commande, bah, il commande un produit qu'il n'y a plus, quoi. Bon, ça vous arrive peut-être, d'ailleurs. Vous commandez un truc et puis on vous dit bah ok, bah en fait il n'y en a plus. Donc pour éviter ça, on va avoir de la consistance. D'un autre côté, si j'affiche mon stock sur la page produit, à chaque fois que je vais afficher une page produit, à chaque fois que quelqu'un va regarder, il ne veut pas acheter, il veut juste regarder. Je vais lui mettre la dernière valeur du stock produit. Ça veut dire qu'à chaque fois, je vais avoir un surcoût qui va vérifier qu'il n'y a pas des gens en train, ou qui va attendre que les gens finissent leur commande pour m'afficher le stock. Bah là, en fait, voilà, en fonction des use cases, on va aller vers du consistency ou de l'availability pour un même scénario, c'est ma gestion de stock. Si c'est pour de l'affichage sur page produit, de temps en temps, bah, le gars il va pas avoir le bon stock, tant pis. Si c'est au niveau du moment où il commande, là je vais essayer de lui garantir le stock en fait parce qu'il commande vraiment. Donc en fonction du moment, je vais pas forcément avoir la même réponse. Donc oui, en fait là le problème c'est, enfin avec le NoSQL il va falloir réfléchir. Réfléchir à votre use case et réfléchir des conséquences d'aller vers plus de l'availability ou plus de consistency. Une autre notion qu'il y a à connaître avec les bases de données distribuées, c'est le sharding. Donc qu'est-ce que c'est le sharding? Bah, je vais avoir toutes mes données et je vais les éclater sur plein de serveurs différents. Donc souvent les éclates, il y a une clé de sharding qui va définir en fait sur quel serveur je vais les mettre. Par exemple, bah, je pourrais avoir mes données, mes clients par exemple, je vais les stocker sur plein de serveurs différents. Je vais dire, bah, ce serveur il va stocker toutes les données des clients français, celui-là toutes les données des clients anglais, celui-là toutes les données des clients allemands, etc. Donc je vais sharder, je vais éclater mes données entre plusieurs serveurs. Et donc ça va vous permettre de scaler horizontalement en écriture. La lecture, c'est facile parce que bah, globalement, je synchronise, j'envoie tout partout, donc il n'y a pas de souci. Mais pour l'écriture, ça va être plus compliqué parce que à partir du moment où bah, j'ai pas de sharding, c'est le même serveur en fait qui va devoir potentiellement gérer toutes les écritures. Ou alors je vais avoir plusieurs serveurs qui vont pouvoir faire toutes les écritures de tout le monde, mais ils vont devoir se synchroniser. Donc généralement, la solution des bases de données pour pouvoir monter en performance en écriture, c'est de sharder. Donc vous éclatez vos données et chaque serveur ou chaque cluster est responsable d'une partie des données. Et comme ça, ils sont chacun maîtres en leur domaine. Alors de base, le NoSQL, il va gérer le sharding out of the box, quoi, naturellement par design. Donc c'est un des points, une des caractéristiques importantes et intéressantes du NoSQL. Soit automatiquement, ça veut dire qu'il va vous trouver une clé de sharding de lui-même, en fait, il va faire un hash ou des choses comme ça. Soit vous pouvez le configurer pour mettre par exemple le pays ou ce que vous voulez. Dernière notion, acide ou base. Alors acide, c'est les bases de données relationnelles traditionnelles qui sont acides. Donc elles sont atomiques, consistantes. Qu'est-ce que ça veut dire atomique? C'est lorsque je fais une opération, ça marche d'un coup. C'est pas je commence à faire un update, puis après il y a un autre update, etc. Non, ça va marcher d'un coup les transactions, c'est tout ou rien. Après c'est durable aussi, c'est-à-dire qu'une fois que j'ai fait ma transaction, elle reste. Ça c'est bien, c'est vaut mieux. Mais c'est pas gagné parce que dans le monde du NoSQL, on va pas forcément avoir de l'acidité, on est dans un monde distribué et c'est pas forcément aussi simple. Donc en NoSQL, on va parler plutôt de base. Donc ça veut dire ça va vous répondre rapidement. Donc c'est available de base. Soft state, ça veut dire que si jamais je fais une écriture dans la base de données, qu'il n'y a aucune autre opération dans la base de données, potentiellement, mes valeurs peuvent changer après mon écriture. Oui, il y a de la synchronisation. Donc si j'écris une valeur, je lis une valeur ailleurs,
Par exemple, si j'écris A, je lis ailleurs, ça va m'envoyer B parce que ça part synchroniser. Mais au bout d'un moment, ça devient A. Donc, en fait, la valeur que j'ai quand je lis dans la base de données, potentiellement, elle évolue avec le temps, même s'il n'y a aucune opération. Parce qu'en fait, ça synchronise. Donc, c'est cohérent. Hein. Et là, on va parler de consistance éventuelle. C'est-à-dire que si j'attends assez longtemps, toutes les synchronisations se sont faites, et donc, je suis consistant. Mais éventuellement, c'est-à-dire au bout d'un moment. Donc, il faut que j'attende, en fait, pour avoir cette consistance-là. Donc, dans des use cases, par exemple, si je suis dans ma banque, et puis je fais un virement de mon compte perso vers mon compte d'épargne. Là, on va vouloir peut-être avoir plus de l'acidité ou du base. Je vous ai parlé du virement, plus de l'acidité, quoi. Quand je passe d'un compte à un autre, c'est la même banque, du coup, l'argent apparaît immédiatement. Elle est enlevée d'un côté, il apparaît de l'autre côté. Mais quand c'est deux banques différentes, alors là, c'est plus pareil, parce que c'est des systèmes qui sont différents, donc qui sont distribués. Et donc là, si jamais je te fais un virement, moi, ça va m'enlever l'argent de mon compte. Et il va arriver sur ton compte, mais peut-être pas tout de suite. Il va y avoir un moment où il va y avoir synchronisation, il va y avoir une transaction qui va évoluer. Et donc là, si j'attends suffisamment longtemps, je vais être consistant. J'aurai bien récupéré les sous. Mais il va y avoir un moment où je l'aurai pas. Et ce qui peut arriver, c'est qu'il y a un problème et qu'en fait, les sous, ils n'arrivent jamais. Donc dans ces systèmes éventuellement consistants, il faut faire des opérations de remédiation. C'est-à-dire, de temps en temps, on va regarder est-ce qu'il n'y a pas des transactions qui sont dans un statut pas normal, qui sont un truc pas fini. Et quand c'est dans ce cas-là, ça arrive avec votre banque, là, si vous faites un virement vers un autre compte et il y a un problème à la fin dans l'autre banque, potentiellement, on va vous recréditer l'argent. Et donc, c'est ça la remédiation. Pour que ça marche avec de bonnes performances, bien sûr, il faut que ça arrive pas souvent, il faut que ça soit vraiment l'exception. Alors, je vous ai parlé du NoSQL. Maintenant, en 2015, il y a quelque chose qui est apparu. On parle de New SQL. C'est un terme un peu marketing, mais c'est pour dire c'est encore autre chose. En fait, c'est pas si compliqué que ça. C'est juste on va prendre du relationnel et on va le distribuer. Donc c'est un peu le meilleur des deux mondes dans l'idée. Donc par design, c'est distribué. Donc on a de la scalabilité horizontale et on va pouvoir justement avoir plein de serveurs, donc gérer des volumes énormes de requêtes ou de données. Alors j'ai mis que c'était habituellement des solutions propriétaires, ce qui n'est pas complètement le cas. Google, c'est un des premiers à avoir écrit des papiers là-dessus, mais c'est pas complètement le cas. Par contre, c'est compliqué à déployer soi-même. Parce que on a la synchronisation avancée, on a des algorithmes de calcul compliqués qui font des choses réseau un peu particulières, c'est optimisé. C'est difficile de le déployer on-premise chez soi. Donc bon, en 2023, on en est où? Au niveau des bases de données, déjà, ce qu'on peut dire, c'est, vous le savez tous, les bases de données relationnelles, elles ne sont pas mortes du tout. Ça reste vraiment le gros de ce qui est utilisé dans les applications. Donc pourquoi? C'est que en fait, ça ne s'est pas arrêté en 1975, ni en 85 quand Postgres a été créé. Ça n'a pas arrêté d'évoluer, notamment au niveau des performances. Et donc il y a des évolutions en continu en fait. Également, au fur et à mesure des années, c'est devenu hyper optimisé au niveau des moteurs de requête, etc. et des plans, etc. C'est hyper optimal. Donc au final, c'est une des raisons pour laquelle c'est toujours là et vraiment le gros des bases de données. C'est que ça a été très optimisé. Il y a des nouvelles features régulièrement. Donc moi je sais que dans les équipes, là, il y en a qui aiment bien faire du NoSQL en Postgres. Donc c'est possible. Par exemple, alors c'est pas forcément un très bon choix. Donc là, vous voyez... parce que c'est pas forcément été pensé pour ça, mais ça marche très bien, c'est très performant. Mais bon, c'est un exemple des fonctionnalités qui sont ajoutées à ces bases traditionnelles. Et enfin, il y a des modules additionnels qui peuvent apporter de l'out dispo, donc des modules d'actif-actif. Donc si je perds mon serveur, c'est pas grave, il y en a un autre qui va pouvoir continuer. C'est généralement pas pensé de base pour ça, mais il y a des surcouches qui permettent de le faire. Le NoSQL, où est-ce qu'on en est en 2023 ? Le premier point, c'est mature maintenant. Donc, quand ça arrivait dans les années 2010, il y avait des problèmes un peu de jeunesse, quoi. Et les problèmes de jeunesse, alors ça venait aussi de la faute de nous, les développeurs. On ne savait pas forcément très bien comment ça marchait. On s'attendait à avoir de la consistance forte, parce qu'on l'a avec les bases de données relationnelles. On s'est retrouvé avec des bases de données qui perdaient les données ou qui changeaient la valeur. Donc, les développeurs qui ne comprenaient pas ce qui se passait. Maintenant, c'est plus mature. Ça s'est amélioré, c'est plus clair, les développeurs ils sont plus au courant de comment ça marche. Donc on arrive à un moment où le NoSQL est installé, c'est une solution tout à fait viable en 2023.
La hype est un peu redescendue aussi. Au début, tout le monde se précipitait dessus, sans savoir ce que c'était exactement. Après, il y a la désillusion avec tous les problèmes que certains ont pu avoir. Et maintenant, on dit que non, en fait, il ne faut pas tout jeter parce que c'est quand même intéressant. Ça apporte des choses. Et puis voilà, pour la raison dont je vous ai parlé, maintenant, il commence à y avoir des développeurs qui savent s'en servir et qui savent comment modéliser correctement en NoSQL, qui n'est pas pareil qu'en SQL. Le NewSQL, en 2023, c'est quand même encore un marché de niche. Donc, c'est des produits un peu... c'est plus vraiment de la R&D parce qu'il y a vraiment des produits qui sortent et qui marchent très bien même. Mais ça reste un petit côté expérimental pour faire des grosses applications, pour faire des applications évoluées. Alors, il y a 2 modes dans le NewSQL, donc on va en parler après. Mais ça reste quelque chose qui n'est pas très répandu. Je pense que... Alors, il y a beaucoup d'évolutions rapidement. Il y a plein de choses pour améliorer ces bases de données. Donc, elles ne sont pas encore complètement stabilisées au niveau des API. Alors, c'est stabilisé parce que c'est des bases de données relationnelles, donc c'est acide. Donc, c'est costaud. Mais par contre, il y a des nouvelles features. On a l'impression que les éditeurs, en fait, ils cherchent encore la bonne recette pour percer massivement. Parce qu'après tout... avec du NewSQL, ça ne sert plus à rien de faire du relationnel traditionnel. On a la même chose avec des trucs en plus, quoi. Mais actuellement, ça reste pas très commun. Ça, c'est la courbe hype de Gartner, donc ce dont je vous ai parlé. Au début, quand il y a un produit qui arrive, tout le monde dit ah, c'est génial, tout le monde se rue dessus. Après, on se rend non, mais en fait, c'est pas la silver bullet qui marche partout. Donc du coup, ça se casse un peu la figure. Et puis au bout d'un moment, les gens commencent à savoir ah ouais, non, ok, ça sert à ça, on s'en sert comme ça. Donc là, au niveau du NoSQL, on est plutôt au niveau de plateau de la productivité. Pourquoi changer de base de données? Pourquoi faire une application avec une base distribuée plutôt qu'une base traditionnelle relationnelle? Bon, je vous en ai parlé au slide 3, mais vous en rappelez peut-être plus. Alors, il y a cette scalabilité horizontale sur le niveau de ses perfs. Cette haute dispo, ça c'est super important pour nous. Quand il y a un serveur qui tombe, et ça arrive régulièrement, la base de données, elle continue de répondre, en fait, comme s'il ne se passait rien. Donc ça, c'est top, parce qu'on veut des SC de plus en plus forts. En fait, si le business de Decathlon il s'arrête 1 minute, je crois qu'on perd au moins 8 000 € par minute sur une partie du business. Donc, ça commence à chiffrer vite fait. Donc, on veut que ça tombe jamais. Et pour faire ça, ces bases de données distribuées, c'est une solution. La développeur expérience, je vous en ai parlé au niveau de l'Hypnos Mismatch. Développer avec du SQL, c'est pas hyper agréable. À Hibernate, alors dans les équipes, il y en a qui en font. Alors au début, c'est vachement facile, c'est vachement pratique, c'est top. Puis quand on commence à avoir des problèmes, ça devient un peu plus compliqué. Donc il y a des notions de proxy, etc. Il se passe des choses pas très catholiques là-dessous. Bon, c'est pas forcément le rêve pour tous les développeurs d'avoir une base de données SQL. Et avec ces bases NoSQL, justement, on peut faire autrement. Et là, ça, je l'ai un peu piqué d'un slide d'Amazon qui parle des avantages du NoSQL. Bon, il y a des performances qui sont meilleures parce elles ont des designs un peu particuliers. Je vous ai parlé des 4 types de bases de données NoSQL. Et donc, justement, ça sera peut-être plus adapté pour certains use cases, quoi. Pour faire un truc qui marcherait avec du SQL traditionnel, du Postgres, peut-être que ça marchera encore mieux avec du Neo4j ou du MongoDB, une base de données NoSQL. Alors, maintenant, dernière partie, quoi utiliser et quand? Alors déjà, le NoSQL clé-valeur. Donc ça, c'est utile lorsqu'on veut des très bonnes performances en écriture et en lecture, mais pour des modèles de données simples, en fait. C'est du clé-valeur, donc tout doit passer par la clé. Donc pour gérer des sessions, c'est très pratique parce que les sessions, elles sont un peu unitaires à chaque personne qui utilise votre application. Pour faire du cache de données, donc le clé-valeur, c'est top parce que vous ne regardez pas ce qu'il y a dans la valeur, mais vous la renvoyez quand on vous la demande. Pour stocker des gros fichiers aussi, c'est pas mal, ça peut servir à ça. Après, ça ne va pas marcher lorsque vous accédez aux données autrement qu'avec votre clé, parce que ça ne va pas pouvoir commencer à creuser ce qu'il y a dans les valeurs. Donc il y a une variante qui est sympa, c'est la variante in-memory. Donc un cluster de serveurs, mais stockage en mémoire uniquement. Donc ça fait bizarre parce qu'on se dit bah oui, mais si jamais les serveurs en fait ils tombent, on n'a plus de données. Dans les faits, c'est des clusters. Alors ça tombe pas souvent parce qu'il faudrait que tous les nœuds tombent en même temps, quelque chose comme ça. Des fois, ils ont des possibilités de persister, ou des fois vous l'utilisez juste en plus de votre couche de persistance, mais pour aller plus vite, pour accélérer comme cache. Donc un petit disclaimer. Là, ce dont je vous parle, c'est notre étude à Decathlon. Donc je vous ai dit notre contexte initial, donc c'est pour ça que je ne vais pas forcément vous parler d'Oracle.
Donc là encore, on cherche des bases de données plutôt open source, avec des coûts raisonnables. Donc ça exclut certains produits de notre étude. Donc les produits les plus courants en clé-valeur, Redis, qui est une bonne solution. Il y a ModCluster qui est intéressant. Ce qui est pratique, c'est que en fait, ça peut être utilisé depuis n'importe quelle techno. Il y a des drivers de toutes les technos, donc c'est pour ça que c'est très utilisé. Hazelcast, c'est une belle solution aussi. Donc là, en particulier dans le monde Java, c'est du in-memory. Et donc là, en fait, il y a un truc assez sympa, c'est que vous pouvez avoir des nœuds qui tournent de votre JVM. Donc vous pouvez avoir une partie de votre cache au plus près de votre application. Et les deux se découvrent les uns les autres, donc c'est hyper pratique. Donc c'est une bonne solution aussi, Hazelcast. Deuxième catégorie, NoSQL Documents. Donc là, ça ressemble à du clé-valeur. On a cette clé, on a la valeur, mais un peu améliorée parce qu'on peut regarder dans la valeur. Donc un truc qui est top, c'est le schéma flexible. Donc toutes vos données n'ont pas forcément exactement la même structure. Et là, ça va permettre de pouvoir faire des modifications dans votre application beaucoup plus facilement parce qu'à chaque fois, vous n'avez pas forcément besoin de retraiter toutes vos données. Bon, après, il faut le faire bien. Donc là, pour les scénarios les plus courants, mon scénario à Decathlon, c'est pas mal, parce que pour faire du e-commerce, par exemple, c'est bien, pour stocker vos produits, par exemple. Pour gérer, pour ce que j'appelle les things, là, c'est des applications de gestion. On fait beaucoup d'applications de gestion, donc avec du CRUD. Pour ça peut être vraiment pas mal. Des microservices aussi, ça peut être bien, parce que vous l'isolez sur une brique particulière. Ah oui, particularité, c'est que ça marche très bien avec ce qu'on appelle agrégats en domain-driven design, c'est-à-dire des entités qui sont reliées les unes aux autres avec le même cycle de vie. Par exemple, j'ai ma commande, j'ai mes lignes de commande, je vais stocker mes lignes de commande avec ma commande. Comme ça, j'ai tout d'un coup. Et quand je veux récupérer ma commande, j'ai tout ce qu'il me faut. En base de données relationnelles, on ne peut pas trop faire des liens avec une autre table parce qu'on ne peut pas stocker des listes à l'intérieur ou des objets à l'intérieur d'un autre objet. Oui, dans l'utilisation, ça peut être assez proche d'une base de données relationnelle traditionnelle. En tous les cas, dans le NoSQL, c'est ce qui s'en rapproche le plus. Donc, la conversion d'une base SQL vers une base NoSQL, c'est faisable. Ça va pas être automatique, mais ça ressemble. On peut mettre plus de consistance, donc avoir un truc qui ressemble. Par rapport aux autres types de bases de données NoSQL qui ressemblent moins. Donc là, c'est moins adapté quand il commence à y avoir beaucoup de relations. Base relationnelle, forcément, ça gère bien les relations. Le NoSQL document, c'est pas génial, on peut en faire, mais ça va pas forcément être top parce qu'on va se retrouver avec des requêtes un peu bizarres et c'est pas forcément fait pour ça. Donc par exemple, si j'ai des profs, j'ai des cours, j'ai des élèves, les élèves ils vont dans des cours, les cours ils sont donnés par des profs, mais les profs ils ont des élèves et les élèves ils ont des profs, etc. Ça va pas très bien marcher parce que vous allez modifier votre prof à un endroit, il va falloir modifier les autres entités, donc ça peut être plus compliqué. Donc quand il y a beaucoup de relations, pas forcément génial. Également, lorsque vous voulez faire de l'acidité forte, vraiment être sûr que vous êtes nickel, faut voir. D'une manière générale, il vaut mieux éviter les relations bidirectionnelles. On ne sait pas si j'ai des profs et des cours, soit j'ai des profs qui ont des cours, ou soit j'ai des cours qui ont des profs, mais avoir un lien des deux côtés, c'est pas très facile à gérer en REST ou même applicativement, ou faire des synchronisations, c'est pas top. Donc, généralement, on peut souvent se passer d'un des deux côtés de la relation. Alors, les bases de données qu'on aime bien, qu'on a trouvé intéressantes sur le NoSQL, MongoDB, donc une très bonne base où la consistance par défaut en version 6, mais on peut le tweaker, donc on peut mettre plus d'availability si on veut sur certaines tables, certaines collections. L'architecture, c'est il y a un nœud primaire qui fait toutes les écritures et il a plein de nœuds en lecture, mais on peut sharder, donc avoir plusieurs nœuds à écriture, chacun étant propriétaire d'une partie des données. Autre base de données documents notable, Couchbase, donc une solution open source. C'est pareil, on peut tweaker consistency availability. Ça va plutôt aller vers l'availability par rapport à MongoDB, plutôt privilégié. Ouais, j'ai presque fini. On va plutôt privilégier la disponibilité. Il y a un mode clé-valeur aussi, donc plutôt les performances. Donc encore un produit intéressant. NoSQL orienté colonne, donc là pour des time series, je vous en ai parlé. Donc là, quand il y a beaucoup d'écriture, c'est très puissant. Donc ça va plutôt aller vers de l'availability plutôt que de la consistency, mais ça va vous proposer des performances de malade. Donc pour faire l'IoT ou des time series, lorsqu'il y a beaucoup de données, c'est très intéressant. Les bases de données graphes, donc le quatrième type, principalement, donc on veut voir comment on va d'une ville à l'autre. Donc par exemple,
donc ça, la navigation. On va vouloir détecter de la fraude, détecter des patterns. Donc quand il y a beaucoup de relations, le principal produit sur lequel on travaille, c'est Neo4j, qui est un des premiers, qui est dans les meilleurs. Et enfin du NewSQL. Donc il y a deux types. Donc je vous ai dit, le but c'est d'avoir le CAP. Donc on a le C, on a le P, c'est distribué. Le A, on l'a à peu près. On ne peut pas l'avoir complètement d'après le théorème de CAP, mais on l'a à peu près. Donc il y a deux types. Le premier type, c'est d'avoir un Postgres pour les écritures et des réplicas. Le deuxième type, c'est des données, c'est des bases de données shardées, donc avec plein de données les unes avec les autres. Et donc chacune ayant une partie des données. Donc là, vous avez un exemple sur les produits Aurora et AlloyDB qui sont avec un Postgres principal en écriture et puis des Postgres ou autre chose en lecture. Ça peut marcher sur plusieurs data centers, mais on n'a qu'un nœud en écriture. Et là, vous avez une base de données sharding. Donc, alors on peut avoir du gigabyte aussi, CockroachDB, du spanner. Et donc là, les données, on peut faire des écritures en fonction d'une clé de sharding. Donc ça va écrire sur plusieurs serveurs différents. Donc là, un petit graphique, je vais passer vite sur le ranking. Donc ce qu'on voit, c'est que les top bases de données, c'est toujours les bases de données relationnelles, traditionnelles. Et puis on commence à avoir du MongoDB au-dessus. Et puis après, vous avez les différents niveaux. Notable, c'est Snowflake, c'est une base OLAP, vous voyez l'explosion. Donc c'est difficile de faire une étude en 2023 parce qu'il faut la refaire tous les 6 mois, vu que dans ce milieu de l'OLAP, ça bouge beaucoup. Mes conclusions, donc 3 conclusions. Déjà, on n'a pas trouvé un seul remplaçant pour Postgres. Donc déjà, on a toujours besoin de Postgres. Et en fait, on va ajouter plusieurs produits parce que vous avez vu, en fonction des scénarios, on ne va pas avoir la même solution en face. Donc chacun a ses avantages et ses inconvénients. Le deuxième point, c'est que il faut choisir. Donc il faut réfléchir à ce que notre application elle fait. On ne peut plus faire le choix de facto de Postgres en disant ça marchera dans tous les cas. Là, il faut réfléchir, qu'est-ce que je veux faire et pourquoi je veux plus d'availabilité que c'est ainsi. Et le dernier point, c'est que, ok, vous avez des fortes performances avec la scalabilité horizontale, vous avez de la très haute dispo, mais il y a aussi l'expérience développeur. Donc même si vous n'êtes pas intéressé par ces aspects performance, le fait de travailler avec une base NoSQL avec un schéma qui est plus flexible, avec un modèle JSON, avec moins d'impedance mismatch, ça peut valoir à lui tout seul le coût d'utiliser une base de données qui n'est pas Postgres, qui n'est pas une base de données relationnelle. Voilà, j'ai terminé. Je suis un petit peu juste en temps, je ne suis pas sûr de pouvoir avoir des questions, mais vous pouvez venir me voir après si vous en avez.